Vaudou, les esprits femmes sont aussi puissants que les esprits hommes. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons pour vous une toute nouvelle vidéo sur la mythologie haïtienne avec le professeur Emmanuel Stéphane Laurent. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et invitez vos amis. À présent, nous allons recevoir le professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme. Bonjour, bonsoir. Je dis bonjour, bonsoir en fonction du moment que les internautes sont en train de regarder cette émission. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité à faire cette intervention dans votre important média en ligne, Entretien 2000. J'espère qu'on va faire une excellente émission, un excellent entretien 2000 fois. Je vous remercie aussi d'avoir accepté que l'on fasse cet entretien à la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti. D'ailleurs, comme vous pouvez le constater, je suis bien entouré. À ma droite, vous avez un Taylor Firmin, qui est considéré comme l'un des premiers anthropologues haïtiens. À ma gauche, vous avez le docteur Jean Price-Moss, qui est le fondateur de l'Institut d'ethnologie en 1931, qui est devenu en 1959 la faculté d'ethnologie. Et finalement, vous avez Jacques Roumain, qui est le fondateur du Bureau national d'ethnologie et qui a enseigné aussi à la faculté d'ethnologie. Alors, pour répondre à la question, qui suis-je, n'est-ce pas? Je suis Emmanuel Stéphane Laurent. Donc, à l'Université d'État d'Haïti, on m'appelle professeur L'Homme. Je suis licencié en droit de la faculté de droit des sciences économiques de Port-au-Prince. Je suis licencié au programme du CAEF, de l'École normale supérieure et de l'Université Antilles-Guyane. Je suis détenteur de master en histoire de l'École normale supérieure et d'une maîtrise en anthropologie sociale de la faculté d'ethnologie. Je suis notamment ingénieur culturel certifié de l'OMDAC, qui est l'organisation martiniquaise pour le développement des arts et de la culture. Donc actuellement, je suis professeur titulaire au collège Roger Anglade, où j'ai fait toutes mes études scolaires, chargé de cours à l'Université d'État d'Haïti, membre actif de l'association culturelle Café Philo Haïti et directeur exécutif de la Fondation Dr Daniel Mathurin. Parmi mes thématiques de recherche, je m'intéresse au patrimoine amérindien, le potentiel minier, l'histoire intellectuelle, les questions religieuses et la situation socio-linguistique d'Haïti. Qu'est-ce que nos internautes doivent savoir sur le concept mythologie? C'est une très bonne question. Quand vous prenez le mot mythologie, il est composé de deux termes grecs. D'accord? D'une part, vous avez mythos, qui veut dire récit. Et d'autre part, vous avez logos, qui veut dire étude science. Donc, on peut étymologiquement définir la mythologie comme l'étude scientifique des récits. Mais le terme de mythologie va au-delà de l'étymologie. Parce qu'il y a en fait deux définitions différentes, mais complémentaires du terme de mythologie. Donc, d'une part, on peut définir la mythologie comme l'ensemble des croyances d'un peuple, d'une civilisation. Et d'autre part, on peut définir la mythologie comme l'étude scientifique de ces croyances de ces peuples. Donc, il s'agit en fait de définitions différentes mais complémentaires. Donc, il y a d'une part l'ensemble des croyances d'un peuple, d'une civilisation, et d'autre part, il y a l'étude scientifique de ces croyances. Je précise, sans perdre de temps, que quand on parle de mythologie, on est dans le domaine de l'anthropologie. D'accord? Parce que le premier mythologue s'appelle Sir James Joy Fraser. Sir James Joy Fraser, qui était anthropologue spécialiste soit de la magie, de nationalité écossaise, Sir James Joy Fraser fait partie d'un des trois pères de l'anthropologie, à côté de Lewis Henry Morgan et de Sir Edward Burnett Talon. Sir James Joy Fraser a réalisé le premier travail le plus monumental sur la mythologie, la religion et la magie, qui s'appelle Le Rameau d'Or, en 12 volumes, qui a été publié, si j'ai bonne mémoire, de 1895 à 1915. Alors, quels sont les concepts clés du domaine de la mythologie? Le premier concept, c'est le concept de la cosmogonie, que l'on ne doit pas confondre avec le concept de cosmologie.
Quand vous prenez le terme de cosmogonie, vous avez cosmos, cosmos, qui veut dire univers, et le terme de gonia qui veut dire genesis, qui veut dire engendrement, création. Donc, naissance. Donc, la cosmogonie, on n'entend pas cosmogonie, tout récit du commencement. D'accord? Par exemple, quand vous allez dans la Genèse c'est une cosmogonie. Et dans la Genèse, quand vous étudiez la Genèse en grec, le premier verset vous dit en archaïen et poïsien, otéos tonouranon kaitengen. En archaïen qui vous donne le mot d'archéologie, donc au commencement, et poïsien qui est le verbe poien qui veut dire faire, otéos, le Dieu, parce qu'on met un déterminant, et à Dieu, en grec, le Dieu fit, le Dieu créa, tonouranon kaitengen, le ciel et la terre. Donc, ça, c'est un récit du commencement. On appelle ça une cosmogonie. Il y a le terme de cosmogonie qu'on ne doit pas confondre avec le terme de cosmologie, qui est toute théorie philosophique ou scientifique sur l'apparition de l'univers, de la Terre et de la vie. Dans le terme de cosmogonie, on parle de tout récit de création, de l'univers, de la Terre et de la vie. Et alors que dans le terme de cosmologie, on parle de toute théorie sur l'apparition, d'accord, de l'univers, de la Terre et de la vie. Donc, on n'est pas dans le même ordre d'idée là. Donc, quand vous prenez le Big Bang, la théorie de la panspermie cosmique ou la théorie physico-chimique, ce sont des cosmologies, ce ne sont pas des cosmogonies. Il faut bien comprendre le terme. Après le terme de cosmogonie, à ne pas confondre avec le terme de cosmologie, vous avez le terme de théogonie, qui est tout récit sur l'apparition, sur la naissance des dieux, sur la naissance des déesses. Par exemple, quand vous prenez l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, Homère qui est le premier à concevoir toute la mythologie grecque pas écrite, et l'Énéide de Publius Vigilius Maro, dit Virgile. Donc ce sont des textes qui rapportent la théogonie grecque et la théogonie romaine. Donc il y a l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la théogonie, les travaux et les jours d'Hésiode. Il y a l'Énéide de Publius Vigilius Maro, dit Virgile qui est à côté de Quintus Horatius Flaccus et de Horace et de Publius Vigilius Maro, dit Ovide qui fait partie des plus importants poètes romains. Donc ces messieurs sont en train de rapporter des théogonies. Un autre terme important, c'est le terme d'anthropogonie, qui est tout récit de la création de l'homme et de la femme. Donc quand dans la Genèse on vous parle d'Adam, de la création d'Adam, et que Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam, donc là on est dans une anthropogonie. Un dernier terme, c'est peut-être le terme de panthéon, de pathos, qui veut dire tout, et théos, qui veut dire Dieu, qui est l'ensemble des dieux, des déesses, donc des divinités d'une religion et d'une mythologie. Et je pense que le dernier terme devrait être le terme de divinité psychopompe, qui est une divinité qui assure le passage de l'âme des décédés au monde de l'au-delà. Par exemple, quand vous prenez Charon de la mythologie grecque, donc Charon assure le passage du monde physique au monde spirituel. Quand vous prenez Anubis de la mythologie grecque, donc c'est une divinité psychopompe. Donc je pense en gros ça constitue le matériel conceptuel du domaine de la mythologie, ce domaine de l'anthropologie. Au début de l'interview, vous nous avez parlé du concept mythologie. Nous aimerions avoir de plus d'informations concernant la mythologie haïtienne. Bon, sans hésitation, on peut dire que la mythologie haïtienne, c'est la mythologie vaudou. Je considère comme quasi équivalent les concepts de mythologie haïtienne et de mythologie vaudou. Parce que, pourquoi dire que la mythologie haïtienne, c'est la mythologie vaudou? Parce que le vaudou représente la matrice de cette mythologie qu'on appelle la mythologie haïtienne. Plusieurs auteurs abordent en ce sens. Vous avez Émile Marcelin qui a écrit un livre en 2 tomes qui s'appelle La mythologie vaudou. Il va dans le même sens. Vous avez Emmanuel Sepon-Paul qui est un anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle Panorama du folklore haïtien, qui dit qu'on ne peut pas parler de mythologie haïtienne sans ne pas se référer à la mythologie
vaudou. Et finalement, vous avez Hank W. Ackerman, Marilyn Gauthier et Marie-Ange Monplaisir qui, dans leur livre Les esprits du vaudou haïtien, dit que la mythologie haïtienne repose sur le culte des esprits. Et il faut dire que les esprits dans le vaudou haïtien sont vraiment nombreux. Moi, personnellement, je suis en train d'animer une émission sur YouTube qui s'appelle La mythologie haïtienne. Selon Max Beauvoir, qui est peut-être le grand haïtien le plus célèbre du monde, dans son livre La prière guinéenne, il y a 401 lois. Ça, c'est le point de vue de Max Beauvoir. Vous avez Milo Rigaud et sa femme, Odette Médesson Rigaud, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de Milo Rigaud sans sa femme, Odette Médesson Rigaud. C'est Odette Médesson Rigaud qui a appris à Milo Rigaud, Odette Médesson Rigaud comme française, qui a appris à Milo Rigaud à faire la recherche et ils ont écrit des textes de publication ensemble. D'après Milo Rigaud et Odette Médesson Rigaud, dans le livre La tradition vaudou et le vaudou haïtien, c'est sa magie, il y a 470 lois. Alfred Métro, qui est un entomologue américain d'après certaines versions ou suisse, d'après et d'autres dans le vaudou haïtien, pensait que les lois du vaudou haïtien étaient tellement nombreuses qu'il ne valait même pas la peine de les compter. Et Jean Kerboul, qui est un prêtre breton, nous a laissé une liste de 4200 lois. Mais en fait, il s'agit de même lois qui dans cette liste peut avoir différentes nominations. Par exemple, vous pouvez avoir papa locaux, qu'il appelle un peu plus devant locaux, ou locaux atissou, ou encore atidanibo locaux. Donc en fait, la mythologie haïtienne, c'est la mythologie vaudou, c'est sa pierre angulaire. Le vaudou tel qu'il est constitué en Haïti, il s'apparente énormément au vaudou africain, notamment le vaudou béninois. Ce sont les Béninois, ou les Dahoméens, si vous voulez, puisque le Dahomey est devenu le Bénin actuel, qui ont eu l'obédience spirituelle dans la structuration de l'organisation du vaudou, quand il prenait naissance de la colonie française de Saint-Domingue. Et ce vaudou, en fait, c'est une religion syncrétique et qui a une composition. D'abord, vous retrouvez l'animisme primitif africain, d'accord? Et par animisme, c'est Edouard Benaïté alors qui a inventé ce terme. On entend le fait de croire que les objets, les choses de la nature peuvent être habitées par des esprits. Par exemple, les vaudouisants croient que un Mapour peut être habité par un roi. Et le Mapour, c'est l'arbre du roi par excellence dans le vaudou haïtien. Donc, un roi peut aussi habiter une source. Un roi peut aussi habiter une rivière. Donc, un roi peut aussi habiter dans un gofi. Ça, c'est de l'animisme. Donc, vous avez l'animisme primitif africain. Primitif dit sans discrimination. De primum premier. Ensuite, deuxième composant du vaudou, vous avez l'héritage totémique des aborigènes d'Haïti. Par exemple, on ne retrouve pas de vévé en Afrique. Il y a des formes d'écriture qui sont apparentées, mais le vévé, la thèse qui est la plus retenue concernant le vévé, c'est la thèse amérindienne. C'est un héritage indien. Vous avez le govi. Bon, le govi, c'est un canari rituel, mais c'est un héritage indien. Et dans le vaudou, et puis vous avez le culte de l'adoration des pierres qu'on appelle encore, et très savamment, très grosso modo, la litholatrie. Donc ça, c'est un héritage amérindien. Ensuite, en outre, je peux dire, troisième élément qui rentre de la composition du vaudou haïtien, vous avez la magie européenne du Moyen-Âge et de la Renaissance. D'accord? Cette question de bougie blanche, bougie noire, bougie bleue, bougie rouge, bougie jaune, ça n'existe pas en Afrique. Ça, c'est des pratiques qui sont liées aux pratiques des colons à ces domaines qui sont en train de faire de la magie. Regardez-moi, faux sage, mais regardez petites prières merveilleuses, la poule noire, d'accord, Grand et Petit Albert, ils ont été écrits par des Européens. Ils n'ont pas été écrits par des Africains.
Donc là, vous retrouvez l'héritage de la magie européenne du Moyen-Âge et de la Renaissance à ces domaines. Et dernier élément qui rentre dans la composition du vaudou, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme catholico-vaudou. D'accord? Cela revient à dire que la plupart ou la majorité des saints de l'Église catholique, ils ont des correspondants dans le panthéon vaudou. D'accord? Et que la plupart des fêtes catholiques, ce sont aussi, la grande totalité des fêtes catholiques, ce sont aussi des fêtes vaudou. Et pour comprendre la raison, il faut remonter l'histoire. Parce que dans la colonie française de Saint-Domingue, il y avait une interdiction, il y avait une sorte d'hégémonie religieuse. Selon l'article 2 du Code noir, tous les esclaves qui sont dans nos îles sont baptisés instruits de la religion catholique, apostolique et romaine. Et successivement, l'article 3 interdit la pratique de toute culte sauf la catholique, apostolique et romaine. Donc, nos ancêtres africains ont dû développer une stratégie de marronnage à cause du rapport de force. Ils étaient les faibles par rapport aux colons qui étaient les forts. C'est ainsi que, à travers les images des saints et des saints de l'Église catholique, ils ont continué à communier avec les esprits ancestraux. C'est ainsi que vous avez eu ce syncrétisme qu'on appelle le syncrétisme catholico-vaudou. Donc en gros, qu'est-ce qui rentre dans la composition du vaudou? Vous avez tout d'abord l'animisme primitif africain. Ensuite, vous avez l'héritage totémique des aborigènes d'Haïti. En outre, vous avez la magie européenne du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et enfin, vous avez le syncrétisme catholico-vaudou. Maintenant, concernant son organigramme, comme vous me l'avez demandé, les administrateurs du sacré vaudou s'appellent les ougres, qui sont les prêtres. Bon, on peut avoir une discussion sur l'appellation, mais c'est pour permettre de comprendre vite. Et vous avez les membres qu'on peut considérer comme les prêtresses du vaudou. D'accord? Et vous avez tout un corps de fidèles qui rend des services dans des cérémonies qu'on appelle les Wunsi. Ok? Donc, d'ailleurs, le mot ougre, on veut dire esprit, grand veut dire serviteur, donc serviteur de l'esprit. Wunsi, Wun veut dire esprit, si, S-I-Sa, S-E-C, S-E veut dire femme, donc les femmes de l'esprit. Mais bien que les Wunsi peut être aussi des hommes, il faut le préciser sans perdre de temps. Et les cérémonies vaudou sont réalisées dans les temples qu'on appelle encore des Wunfor. Wun qui veut dire esprit et fort qui veut dire temple, donc les temples de vaudou. Est-ce que le vaudou est une religion monothéiste ou polythéiste quand on considère la diversité des lois qui en font partie? Merci de me poser cette question. Ces questions me permettent, peut-être une pierre de coups, de mettre en échec deux idées reçues. D'accord? La première idée reçue est une idée qui a été consacrée par une vieille littérature scientifique. On considère le vaudou comme une religion polythéiste de la pratique religieuse. Mais le vaudou, dans sa pratique religieuse, c'est une religion monothéiste. Pourquoi je le dis? Parce que tous les vaudouisants vous diront qu'ils peuvent servir, c'est-à-dire honorer un ou plusieurs lois, mais qu'ils n'adorent que seul Dieu, qu'ils appellent bon Dieu, papa ou grand-maître. Dans certains cas, ils parlent de l'Oum ou de Maolissa. Et ce grand Dieu, ce Dieu suprême du vaudou, pour répéter Missy Eliade, de traité d'histoire des religions, c'est un Deus Otiosus, c'est-à-dire un Dieu quelque part inconnu. C'est un Dieu qui a créé la création, permettez-moi ce pléonasme, et qui s'est séparé de cette création. Pour avoir accès à ce grand Dieu qu'on appelle papa ou grand-maître, il faut passer par ces intermédiaires du vaudou qu'on appelle les lois. Les lois, ce sont des esprits. Ok, ce sont des esprits du vaudou haïtien. Alors, la deuxième idée reçue sur la même lancée, les lois ne sont pas des dieux, ils ne sont pas des déesses. D'ailleurs, quand les lois se manifestent dans les cérémonies vaudou, ils vous disent que s'ils peuvent faire X ou Y, c'est parce qu'ils ont l'autorisation du grand maître. Donc, le vaudou, ce n'est pas une religion polythéiste, c'est une religion monothéiste.
Et plusieurs chercheurs abordent ce sens. Vous avez le professeur Grégoire Matsoa qui, à un certain moment, a été professeur à la faculté d'ethnologie de son cours Vaudou et Société. Il va dans ce sens. Vous avez Yves Desjean, bien qu'il soit linguiste, qui ses analyses concernant les rapports de religion en Haïti vont dans ce sens. Vous avez le pasteur Jean Fils-Aimé qui aborde la question dans le même sens. Et finalement, vous avez Anne W. Ackerman, Marie-Lise Gauthier et Marie-Ange Monplaisir dans l'esprit du vaudou haïtien qui aborde dans le même sens. En fait, je dois vous dire que les travaux des sociologues et des anthropologues, qu'ils soient haïtiens ou étrangers, concernant le vaudou d'une manière générale, sont nombreux. Mais en ce qui concerne particulièrement la mythologie haïtienne, je pense qu'il y a des noms qu'on doit citer. Tout d'abord, il y a le nom de Mino Marcelin, qui est un livre extrêmement important de volume qui s'appelle Mythologie vaudou. Ensuite, vous avez Deïta qui est vraiment, d'après moi, incontournable. Mais c'est Foucault qui a dit Deïta, qui est un texte fondamental qui s'appelle La légende des rois du vaudou haïtien. C'est un texte que je me nourris énormément pour faire mon émission sur YouTube qui s'appelle Mythologie haïtienne. Vous avez Carole Delinge qui a écrit des livres sur les quatre divinatoires d'Haïti et sur les entités du vaudou haïtien de manière générale. Et finalement, je pense que les derniers chercheurs devraient être Hank W. Ackerman, Marie-Lise Gauthier et Marie-Ange Monplaisir qui a écrit un texte fondamental qui s'appelle Les esprits du vaudou haïtien. À présent, nous aimerions savoir l'importance de la mythologie haïtienne dans le quotidien du pays. Je pense que la mythologie haïtienne a la même importance ou le même impact que les anciens cultes de l'Antiquité égyptienne, gréco-romaine ou le catholicisme populaire du Moyen-Âge en Europe. Donc, cette mythologie est une source de réconfort spirituel. Elle protège les adeptes contre les mauvais sorts. Elle est en même temps une source d'inspiration artistique. Si on prend toutes les œuvres qui ont été produites dans le domaine de la musique, de la peinture, des danses, on se rend compte comme la mythologie haïtienne est importante dans la vie du peuple de ce pays. Quels sont les facteurs? Parce que là, nous allons parler de l'appartenance de croyance d'une personne de la mythologie haïtienne. Quels sont les facteurs pouvant conditionner l'appartenance de la croyance d'une personne de la mythologie haïtienne? Alors, je dois vous dire qu'il est parfois, ou il est très souvent très difficile de savoir si un Haïtien est un vaudouisant. Parce qu'il y a un dicton populaire qui affirme que les Haïtiens sont à 90% catholiques, à 10% protestants et à 100% vaudouisants. La plupart des Haïtiens, ou la majorité des Haïtiens, ils ont un vécu ou ils ont un rapport avec le vaudou qui soit caché. Il y en a, et c'est dans les milieux vaudous qui affichent clairement leur appartenance. Mais dans les milieux catholiques et dans les milieux protestants, parfois c'est très dissimulé. Donc il est très difficile de dire à partir de tel indicatif, voilà quelqu'un qui est un vaudouisant, si la personne n'est pas déclarée vaudouisant lui-même. Donc je pense que c'est une question très compliquée. Et je dis souvent, quand vous voyez qu'un Haïtien est à l'intérieur d'une église catholique et qu'il est devant un saint, il est très difficile de savoir si cet Haïtien est en train de s'adresser à ce saint de l'église catholique ou si cet Haïtien est en train de s'adresser au roi qu'il pense qu'il soit associé à ce saint. Donc ce n'est pas une question facile à laquelle on peut répondre. C'est une question qui est vraiment compliquée dans le cas de l'haïtien. Peut-on parler de mythologie haïtienne en excluant les femmes? Parce qu'on a toujours tendance à exclure les femmes, à les mettre de côté. Peut-on parler de mythologie en les excluant? Il faut savoir que le vaudou, c'est une communauté égalitaire.
je pense que pour cette question, il y a deux niveaux qu'on peut considérer le sujet. D'une part, au niveau des administrateurs sacrés du vaudou, et d'autre part, au niveau des esprits eux-mêmes. Dans le vaudou, il n'y a pas de sexisme. Il n'y a pas de discrimination qui soit basée sur le sexe. La Mambo, dans son homme fort, dans son péricyle, dans sa habitation, a autant de droits et de pouvoirs que son équivalent masculin qui est le Ougan. Un Mambo n'a rien à envier à un Ougan. De la même façon qu'un Ougan est maître chez lui, une Mambo est maîtresse chez lui. Et un deuxième moment que je fais rapidement sur cette même menacée, c'est que le vaudou comme espace tolérant accepte largement les femmes. Comme je le disais tantôt tout à l'heure, quand on dit Wunsi, femme de l'esprit, en majorité, les Wunsi, ce sont des femmes. Les Wunsi ou les Wunsi Kanzo. Maintenant, le deuxième niveau qu'on peut aborder cette question, c'est au niveau des esprits. Dans le vaudou, les esprits femmes, n'oubliez pas que j'ai dit que les rois ne sont pas des déesses, comme les rois ne sont pas des dieux. Dans le vaudou, les esprits femmes sont aussi puissants que les esprits hommes. Si vous prenez par exemple les Erzuli dominent le panthéon vaudou. Et les Erzuli n'ont rien à envier à leurs homologues masculins. Écoutez, le vaudou c'est une religion, d'accord? Il n'y a jamais de religion sans magie. Et la sorcellerie, il y a deux sens qu'on peut utiliser la magie. Soit pour faire le bien, soit pour faire le mal. Dans le vaudou, il y a aussi une forme de sorcellerie. Mais je dois rapidement rectifier que la tendance à associer le vaudou à la sorcellerie, à un culte luciférien, à une religion démoniaque ou satanique, cela c'est un héritage aussi colonial. Donc, il y a des gens, en fait, comment dire ça? En fait, à Saint-Domingue, et au lendemain de 1804 et à partir de 1860, le concordat de 1860, on nous a savamment inculqué la peur du vaudou, qui est à la fois notre religion nationale, la plus populaire, et notre culture. Mais si vous allez dans le fond du vaudou, il y a certes des dérives, mais on ne peut en aucun cas associer le vaudou seulement à la sorcellerie. Parce que par exemple, un Ougan, ordinairement, il n'a le droit de se servir de la magie que pour faire le bien. Si vous prenez les pratiquants ou les adeptes qui sont dans le Rigada. Mais à partir du moment où vous attaquez le Ougan ou que ses proches sont en danger, il va vous répondre. Donc je pense que c'est cette façon qu'on doit considérer le vaudou et ne pas associer le vaudou à la sorcellerie, même si à l'intérieur du vaudou, il y a aussi de la sorcellerie. Professeur Lop, comment selon vous rehausser l'image du vaudou? La meilleure façon de rehausser, d'après moi, l'image du vaudou, c'est de faire ce qui n'a jamais été fait en Haïti. C'est-à-dire, c'est d'avoir une politique culturelle. Pour politique culturelle, il ne faut pas l'oublier, on entend l'ensemble des dispositions et des mesures prises par un État ou un gouvernement en vue d'identifier, de promouvoir et de valoriser, de défendre tout ce qui a rapport avec son identité culturelle, son patrimoine culturel et les productions artistiques qui lui sont associées. L'État ici n'a jamais pris de politique culturelle. Parce que moi, je suis fermement convaincu qu'il n'y a pas de meilleur moyen de développer Haïti ou pour l'Haïtien de développer son pays sans une réconciliation avec la culture. Anthropologiquement, c'est impossible. Un peuple ne peut se développer
en dehors de sa culture. Donc si rehausser l'image du vaudou en passant par une politique culturelle, c'est rehausser en même temps le développement, c'est mettre en branle le développement économique, social et politique du pays. Merci, professeur Laurent. À présent, quels conseils pouvez-vous apporter aux jeunes qui vont vouloir s'intégrer, bien sûr, parce que c'est nombreux seront les jeunes qui vont vous regarder. Quels conseils pouvez-vous apporter pour eux, justement, de la mythologie haïtienne? Le conseil que je vais donner, ou le message que je vais donner aux jeunes est clair. Comme il y a deux agents de déculturation en Haïti, ou de déhaïtianisation en Haïti, que représentent d'une part l'école et l'église, ils doivent faire un travail avec eux-mêmes. Ils doivent aimer leur pays, ils doivent aimer leur culture, ils doivent apprendre à être fiers de leur identité. Et l'une des meilleures façons de procéder, c'est de passer par les études. Moi, je suis arrivé à cette prise de conscience, peut-être à un niveau le plus avancé que je l'aurais souhaité, c'est en passant par les études. Donc, prenons tête nous, remet pays nous, remet culture nous, et puis craser bête nous. Moyen de contact. Donc, ils peuvent me contacter à mon numéro de WhatsApp, qui est le 43 73 34 14, et je répète une dernière fois, le 43 73 34 14. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je suis en train aussi de faire ce travail de manière très approfondie dans une émission que j'anime sur YouTube qui s'appelle Mythologie haïtienne. Donc je les invite à s'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à me donner le pouce bleu, à partager les vidéos et à les commenter. Il ne faut pas que les jeunes hésitent à me dire comment ils veulent que je m'améliore et à me poser toutes les questions en commentaire. Donc, je les attends sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mythologie haïtienne. Merci, professeur Lom. Ce fut un plaisir. Le mot de la fin. Merci, tout le plaisir est pour moi parce que vous me permettez d'avoir contact avec un charmant public qui est composé de jeunes internautes et j'avais vraiment des informations importantes à communiquer, des choses importantes à dire sur ce sujet précis qui est comprendre la mythologie haïtienne de sa complexité. Donc je remercie Entretien 2000 de cette émission et de cette intervention. Merci Madame, Monsieur d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo. On vient de parler avec le professeur Emmanuel Stéphane Laurent. Vous qui êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner.